La campagne de Russie peut être considérée comme le début de la fin de Napoléon. Plusieurs raisons expliquent cette campagne, mais j'ai décidé de parler en introduction de la raison principale, qui est le blocus de l'Angleterre. Napoléon, qui a sous son contrôle la quasi-totalité du territoire européen et qui veut en finir à tout prix avec les Anglais, met en place en novembre 1806 un blocus pour empêcher tout pays de négocier avec ces derniers. Le tsar russe est bien évidemment mécontent de ce blocus, puisque le commerce avec les Anglais est important pour son pays et il décida donc de passer à travers l'interdiction de Napoléon. Cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer en détail la campagne de Russie, mais plutôt de savoir comment la qualifier, puisque beaucoup de personnes parlent de défaite de Russie, mais nous allons voir à travers cette vidéo qui va être chronologique que ce terme est à utiliser correctement. Commençons tout d'abord par le 24 juin 1812, qui est le franchissement du Niémen par les troupes de Napoléon sans déclaration de guerre ouverte. Donc le Niémen, c'était une rivière, c'est d'ailleurs toujours une rivière, qui était à la frontière de l'Empire russe. Napoléon part avec environ 650 000 hommes, et les Russes disposent de 400 000 hommes. Dans cette grande armée, on ne retrouve pas que des Français bien évidemment. On retrouve environ 300 000 Français. Les 300 000 autres soldats sont des soldats appartenant aux pays conquis ou alliés à Napoléon, ce qui fait qu'elle était surnommée l'armée des 20 nations, puisqu'on retrouvait environ exactement 20 nations. Continuons avec le 26 juin. Le tsar est prêt à discuter avec Napoléon un nouveau traité si les Français font demi-tour, ce qui montre que le tsar ne veut pas qu'un affrontement ait lieu avec la grande armée, qui est en supériorité numérique et redoutée dans toute l'Europe. D'ailleurs, tout le monde à peu près connaît la légende de la garde impériale qui était surnommée les Invaincus. La stratégie des Russes a été dès le début de la campagne de reculer pour attirer les Français au centre de ce pays qui est gigantesque et de brûler tout sur leur passage pour ne rien laisser aux Français. Donc, c'est la stratégie qu'on appelle plus couramment la stratégie de la terre brûlée, qui consiste à brûler villages, réserves, récoltes, à tout brûler pour ne rien laisser à l'ennemi. Le 23 juillet, on a une bataille, la bataille de Mohilev. Donc le général Davout bat le général Bagration et part rejoindre Napoléon. Le 29 juillet, le maréchal d'Empire Oudinot bat l'armée du général Feldmarschall Wittgenstein, mais finit par se replier. Donc le titre de maréchal d'Empire était le grade militaire le plus élevé sous l'Empire et qui était desservi donc dès le début de l'Empire en 1804. Le 17 août, on a la célèbre bataille de Smolensk et la ville est prise par les Français et les Russes se replient encore une fois et toujours vers Moscou. Le 24 août, les généraux de la grande armée épuisés demandent à Napoléon de repartir et de revenir quelques mois plus tard pour reprendre les combats, mais l'empereur refuse. Donc ce qui montre que même pas 2 mois après le début de la campagne, les Français commencent déjà à être épuisés et veulent vraiment repartir et ils savent surtout que l'hiver approche et que les températures hivernales, ils sont insoutenables. Mais Napoléon refuse puisqu'il dit à ses généraux qu'ils sont aux portes de Moscou et qu'il ne faut surtout pas abandonner maintenant. Le 29 août est une date assez importante puisque le général Koutousov est nommé commandant en chef de l'armée russe. C'est une date importante puisque ce général ne voulait plus de retraite russe et était pour une bataille décisive avec l'armée française, ce qui conduira le 7 septembre à la bataille de la Moskova ou de Borodino. C'est une bataille importante qui décidera du sort de Moscou. Cette bataille est un vrai carnage, avec 45 000 Russes morts, ce qui va les obliger à battre en retraite. C'est donc une victoire française, mais presque 30 000 soldats de l'armée des 20 nations ont été blessés au cours de cette bataille violente. Cependant, cette bataille n'a pas été décisive, comme l'aurait voulu Napoléon, puisque Napoléon s'était dit, si on gagne cette bataille, on gagne Moscou, et là l'empereur russe, le tsar russe, comme on le dit plus couramment, signera la paix, et ça sera fini, sauf que c'est ce qui ne va pas du tout se passer. Le 14 septembre, donc, 7 jours après la bataille de la Moskova, entrée de Napoléon dans Moscou, mais la ville a été désertée la veille. Le 15 septembre est le début du grand incendie de Moscou.
Cet incendie, a été ordonné par le gouverneur russe Rotopchine, et malgré cet événement, Napoléon reste dans la ville et écrit au tsar Alexandre pour lui proposer la paix, mais il ne recevra aucune réponse puisque le tsar savait que l'hiver approchait et qu'il serait son meilleur allié. Le 19 août, toujours sans réponse du tsar, et surtout en voyant que son armée se fragilise et que les Russes ont reconstitué leurs forces, Napoléon décide de quitter Moscou et de rentrer. En ce 19 octobre, il ne reste plus que 110 000 soldats français. Ce qui montre quand même que Napoléon a quand même attendu un mois et il voulait passer l'hiver à Moscou. Mais comme je l'ai dit, vu les raisons, l'armée française était fragilisée et que les Russes ont reconstitué leurs forces et qu'ils étaient donc prêts à attaquer les Français à Moscou, Napoléon décida de partir. Le 24-25 octobre, Napoléon décide d'emprunter le chemin inverse pour entrer, ce qui est une faute grave, puisque pour rappel, lors de l'avancée des Français jusqu'à début septembre, les Russes ont pratiqué la stratégie de la terre brûlée, ce qui fait que le pays est dévasté, et donc il est très compliqué de trouver des provisions à l'approche imminente de l'hiver. Le général Eugène et le général Davout repoussent une attaque russe, mais perdent beaucoup d'hommes. Le 31 octobre, l'arrière-garde de la Grande Armée est pris d'assaut par les partisans russes à Vyazma, qui empêchent les Français de reprendre des forces et de s'alimenter correctement. Le 9 novembre, Napoléon entre à Smolensk, mais les provisions ne sont pas assez suffisantes et les Français sont encore une fois attaqués par les partisans russes. À partir du 14 novembre, c'est le départ de Smolensk et beaucoup de morts sont à déplorer côté français à cause des températures extrêmes dont les Français ne sont pas habitués. On dit même qu'ils ont dû tuer des chevaux pour pouvoir avoir de la viande, et même, et ça c'est, je pense, encore plus glauque, que les soldats se mangeaient entre eux, c'est-à-dire dès que quelqu'un était mort, hop, on se disait c'est de la viande, on saute dessus, et on le mangeait, ce qui montre quand même que c'était vraiment très glauque et que les Français n'en pouvaient plus. Du 16 au 19 novembre, c'est la bataille de Krasnoé. C'est une série d'attaques qui n'empêche quand même pas Napoléon de continuer sa retraite de Russie, mais l'empereur perd encore beaucoup d'hommes, il ne lui reste plus que 40 000 hommes. Ce qui montre quand même qu'on est passé de plus de 600 000 hommes à 40 000. Ce qui vous montre quand même le désastre qu'a été cette campagne. Du 26 au 29 novembre, c'est la célèbre bataille de la Bérésina. Napoléon arrive à traverser la rivière, mais au prix de lourdes pertes, puisqu'il ne reste que 10 000 hommes sous son commandement. J'ai déjà entendu, et ça c'est quelque chose à bien rentrer, la défaite de la Bérésina. La Bérésina n'est pas une défaite, c'est une victoire française. Certes, pour les Russes, on peut dire, une victoire militaire puisque Napoléon a perdu énormément d'hommes. Mais c'est une victoire tactique française, puisque l'objectif était de passer la rivière. Parce que le 23 novembre, les Russes ont détruit les ponts de la Bérésina, ce qui fait que Napoléon a ordonné que des ponts soient reconstruits en express. Et c'est donc une victoire, puisque cela a pu être respecté, les ponts ont pu être construits, et Napoléon et son armée ont pu passer. Et pour finir cette campagne, le 18 décembre, Napoléon est de retour à Paris. C'est la fin d'une campagne désastreuse qui aura fait perdre la vie à environ 380 000 hommes et environ 100 000 hommes sont faits prisonniers. On ne peut pas vraiment qualifier cette campagne de défaite militaire, puisque Napoléon n'a pas perdu de bataille à proprement parler, mais il a perdu, comme on l'a vu, énormément d'hommes, ce qui fait qu'on peut qualifier cette campagne par la catastrophe de Russie, ou encore l'échec de Russie. Mais on pourrait quand même utiliser le terme de défaite, mais pour parler de défaite diplomatique, puisque Napoléon n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une nouvelle paix avec la Russie, puisque le tsar a catégoriquement refusé de négocier avec l'empereur.